Faisons suite à ce qui a été développé précédemment en ce qui concerne la compréhension du texte avec les caractéristiques y afférentes. Nous continuons dans la même lignée avec tout simplement ce qui va suivre, c'est-à-dire la lecture textuelle. Affirmer qu'il peut y avoir lecture de texte dans les premières phrases d'apprentissage d'une langue étrangère soulève de très nombreuses questions, au point d'ailleurs que le terme de lecture n'est peut-être pas le plus satisfaisant. Nous n'entrerons pas ici dans cette discussion. Nous ne reviendrons pas non plus sur les hypothèses de Alderson, selon laquelle une sorte de seuil ou de plafond de compétences langagières doit être atteint avant que les habiletés existent en langue 1 puissent être transférées à la langue 2. Nous considérerons de façon quelque peu hasardeuse que les lecteurs qui nous ont servi d'informateurs l'ont franchi. Alors, dans ce sens, Jean-Paul Brancard affirme que l'interactionnisme est un interactionnisme socio-discursif, c'est-à-dire qu'il existe une relation entre le lecteur et entre l'auteur. Et dans ce cas-là, l'auteur distingue nettement trois niveaux ou trois approches que nous allons expliquer. La première, c'est celle qui concerne l'activité ou les activités langagières dans les collectivités humaines qui se déploient dans le cadre de formation socio-langagière auxquelles participent des agents singuliers en tant que siège d'action langagière déterminée. Autrement dit, toutes les activités langagières insérées dans un énoncé sont tout simplement l'objet d'une situation sociale assez particulière. Et c'est la raison pour laquelle que l'environnement social joue un rôle très important dans ce que perçoit le lecteur à travers le texte. Le deuxième point, les textes en tant que forme communicative globale et finie constituent des produits concrets des actions langagières. Autrement dit, les textes sont le seul endroit, sont le seul moyen par lesquels se déterminent les actions langagières, qui se distribuent en genres adaptés aux enjeux des formations socio-langagières. Alors, nous entendons par genre, c'est tout simplement les frontières qui restent indéterminées par rapport au titre et au modèle que se construit l'auteur par rapport à son lecteur. Et dans ce cas-là, tout ce qui se construit va aboutir à ce que nous appelons l'intertexte, c'est-à-dire la relation qui existe entre ce qui a été développé entre l'auteur lui-même et entre son lecteur. Le troisième niveau, c'est le niveau où les types de discours comme forme linguistique attestables dans les textes et traduisant la création de mondes discursifs spécifiques. Autrement dit, ce sont les moyens par lesquels l'auteur va s'inscrire dans un discours particulier, ce qui lui permet tout simplement de distinguer les différents lecteurs avec leur niveau. Un texte singulier est donc une entité empirique dans laquelle se matérialise l'action langagière imputable à un agent. Le premier volet de la lecture textuelle, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la lecture inférentielle. Donc il existe deux types de lecture, la lecture inférentielle et la lecture littérale. Alors, la lecture inférentielle est une lecture qui amène le lecteur à mettre en relation les informations éparses dans le texte. Ce sont les inférences logiques. C'est également un moyen de mettre en relation des informations contenues dans le texte avec ses propres connaissances. Ce sont les inférences pragmatiques. C'est comprendre des informations implicites supplémentaires. Le lecteur ou la lectrice les découvre par déduction à partir de ces structures cognitives. L'élève trouve des informations qui ne sont pas exprimées
clairement dans le texte. Alors, par lecture inférentielle, on entend également toutes les connaissances dont dispose le lecteur et qui lui permettent tout simplement de faire le tri, de faire la distinction entre ce qui est superficiel, ce qui est implicite et ce qui est explicite. Il est démontré que les pratiques et les stratégies que les enseignants mettent en place dans leur classe ont un impact significatif sur le développement de la compétence de leurs élèves. À cet effet, les résultats d'études descriptives et corrélationnelles montrent que les élèves dont les enseignants ont des pratiques enseignantes basées sur un bagage suffisant de connaissances théoriques ont le plus souvent des habiletés de lecture plus développées. Il en va de même pour les élèves qui disposent de prérequis et de connaissances antérieures développées auparavant et qui leur permettent justement de disposer, de dégager toutes les significations et tous les sens possibles. Alors que les enseignants ont tout avantage à intégrer des activités soutenant les habiletés inférentielles dans leur enseignement. Et de cette manière, tous les dispositifs dont disposent les enseignants sont des dispositifs qui permettent d'éviter toutes les interférences au lieu d'adopter une lecture inférentielle par laquelle l'apprenant dispose de beaucoup de moyens qui lui permettent d'accéder au sens. Il évitera dans ce sens ces compréhensions ou ces lectures interférentielles. La lecture inférentielle consiste aussi à comprendre les données textuelles à partir des éléments paratextuels et permet à l'apprenant de déduire le sens à partir de différents contextes. Donc cette lecture met l'apprenant dans une situation confortable, ce qui lui permet de reconnaître tous les éléments qui lui permettent d'accéder au sens sans avoir à recourir à une lecture interférentielle. Le deuxième point qui concerne justement les différentes lectures est la lecture littérale. Alors la lecture littérale est une pratique qui consiste à décoder le texte d'une manière linéaire. C'est tout à fait le contraire de décoder le texte d'une manière spiralaire, ce qui permet à l'apprenant de saisir le sens et la signification. La littéralité se définit à la fois comme une théorie et comme une pratique du texte, si autant qu'une réflexion sur le phénomène textuel. Elle suppose une réflexion sur les stratégies de la lecture, donc c'est une méta-réflexion. L'analyse littérale n'a cependant pas vocation à s'enfermer dans le cercle inextricable du modèle descriptif, se décrivant lui-même comme phénomène langagier. Même si d'un point de vue épistémologique, la littéralité participe d'une théorie générale de la connaissance, à l'analyse littéraire, qui ne renonce ni à réexaminer ses postulats de départ, ni à soumettre à discussion les résultats auxquels elle permet d'aboutir, n'est pas, contrairement à ce que la teneur éminemment théorique des remarques qui suivent pourrait à première vue laisser croire une construction formelle faite pour tourner sur elle-même. Même si elle la dépasse, la littéralité du texte est tout d'abord son sens littéral, dans l'acception la plus restreinte et la plus étroite du terme. Pour évidente que cette affirmation puisse paraître, ce retour au sens littéral s'avère indispensable à l'analyse, puisqu'il garantit à la fois la fidélité à la lecture du genre, en même temps qu'il déjoue toute manœuvre tendant à faire de celui-ci le lieu de transactions massives de sens entre ce que la lettre dit et ce que le lecteur veut lui faire dire. Car prendre le texte au pied de la lettre, c'est renoncer aussi bien à la lecture substitutive et métaphorisante qui détourne la lettre du texte au bénéfice des multiples projections plus ou moins subjectives
dont elle peut être l'objet. Et donc refuser de voir dans chaque mot une forme d'anamnèse, dans chaque signe un substitut métaphorique et dans chaque nom une espèce de pronom qu'à l'exégèse thématique qui identifie objet de discours et objet de l'univers, encourage dangereusement la lecture référentielle du signifiant textuel, péché de réalité, alors que tout le lecteur est sous l'emprise sémantico-référentielle du signe tenté le plus souvent à son insu. Nous passons maintenant à un autre volet de la première partie, c'est celle qui touche la généricité textuelle. Alors, nous avons vu auparavant la typologie textuelle et nous avons examiné toutes les caractéristiques qui s'y rattachent. Maintenant, nous allons voir le deuxième volet de la compréhension textuelle, c'est celle qui touche les genres du texte, c'est-à-dire la généricité textuelle. Alors, pour aborder l'ultime catégorie descriptive proposée par Adam dans ses derniers travaux, celle de généricité, soulignons de prime abord que son apparition est à la suite logique de la décontextualisation et de la dissociation entre texte et discours que préconisaient les éléments de la linguistique textuelle. Du point de vue de la relation texte, genre, discours chez Adam, les typologies textuelles ne sont pas aussi stables que chez d'autres spécialistes de ces questions. Au lieu de parler du sens d'un texte en relation avec un genre, l'auteur insiste sur le fait que rien n'empêche un seul texte de développer des configurations linguistiques renvoyant à plusieurs catégories génériques, d'où le choix, pour rendre compte de cet aspect multigénérique et dynamique, d'opter pour plus de notions de généricité que celle de genre. La généricité, écrit Jean-Michel Adam, est la mise en relation d'un texte avec des catégories génériques ouvertes. Cette mise en relation repose sur la production et ou la reconnaissance d'effets de généricité inséparables de l'effet de la textualité. Dès qu'il y a texte, c'est-à-dire la reconnaissance du fait qu'une suite d'énoncés forme un tout de communication, il y a effet de généricité, c'est-à-dire inscription de cette suite d'énoncés dans une classe de discours. La généricité est une nécessité socio-cognitive qui relie tout texte à l'interdiscours d'une formation sociale. Un texte n'appartient pas en soi à un genre, mais il est mis à la production comme à la réception-interprétation en relation à un ou plusieurs genres. Adam rappelle que le renoncement au concept genre jugé trop statique au profit de celui de généricité permet de passer d'une conception taxonomique à des genres comme répertoire vers une conception dynamique, postulant que le sens du texte à travers la diversité des genres n'est pas cantonné à un lieu représenté par une simple étiquette, mais il circule sémiotiquement d'une manière transversale entre les instances énonciatives, éditoriales et lectoriales. Alors, dans la généricité textuelle, nous allons voir deux genres. Le premier genre, c'est le genre poétique et le deuxième genre, c'est le genre lyrique. Alors, qu'est-ce que nous entendons par le genre poétique? Le genre poétique se définit par un usage différent de la langue, permettant ainsi de créer des images, des sonorités, entre parenthèses, allitération et assonance, des rythmes et des émotions. Contrairement au genre narratif, le genre poétique ne raconte pas une histoire, mais cherche à éveiller la sensibilité du lecteur. Le texte poétique peut être écrit en vers, alexandrin ou en décasyllabe, ou en prose. Nous pouvons noter que deux formes principales sont rattachées au genre poétique. La forme poétique fixe, née dans l'Antiquité grecque, elle doit respecter de nombreuses règles de composition, telles que le nombre et le type de vers, ainsi que le nombre et le type de strophe, soit sur la longueur de vers, la longueur des strophes ou encore la disposition de poèmes sur la page. Exemple, le sonnet ou la ballade. La deuxième forme, c'est la forme
poétique libre. Elle représente la poésie des vers libres qui apparaît entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Les poètes ne sont pas contraints à se plier aux règles de composition. Ils sont désormais libres dans la présentation et l'élaboration de leurs poèmes, leur permettant ainsi d'aller chercher des effets sonores et rythmiques plus poussés, exemple la chanson, le calligramme ou le poème en prose. Le deuxième genre, c'est le genre lyrique, et donc le terme de poésie lyrique s'applique à tous les textes dans lesquels le poète exprime des sentiments personnels et les met en forme avec une certaine musicalité. La poésie lyrique doit son nom à la lyre, un instrument qui dans l'Antiquité grecque accompagne le chant des poètes. Ainsi la poésie lyrique est liée à la musique et à l'évocation des sentiments personnels. Elle exprime tout simplement des sentiments liés à des thèmes généraux comme l'amour, la nature, l'amour ou la fuite de temps. On trouve généralement des figures de style dans la poésie lyrique comme la personnification, la comparaison, la métaphore et l'énumération. Dans les années 80, en opposition à la poésie devenue très formelle et analytique, plusieurs poètes revendiquent un certain lyrisme. La poésie lyrique devient donc une philosophie car elle parle de l'amour, des moments les plus importants de la vie dont on peut apprendre.